Depuis 70 ans, l'histoire de l'origine de l'homme s'écrit sur la terre africaine. Le 7 février 1925, le docteur Raymond Dart décrit en Afrique du Sud un crâne fossile vieux de 2 millions d'années. Il le baptise Australopithèque, le singe du Sud. Dart est certain qu'il tient le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Commence alors une gigantesque chasse à l'homme fossile. Des centaines de chercheurs se mobilisent. Parmi eux, Robert Broom, Philippe Tobias, Louis et Marie Leakey, Richard Leakey, Donald Johanson et Yves Coppens. En moins d'un demi-siècle, plus de 3000 fossiles d'hominidés sont découverts le long de la vallée du Rift. Les plus anciens sont mis au jour en Afrique orientale. Pour la communauté scientifique, il n'y a plus de doute, le premier homme est apparu en Afrique de l'Est. Pourtant, 2500 km à l'ouest du berceau de l'humanité, le paléontologue Michel Brunet fouille le désert tchadien à la recherche d'indices capables d'ébranler les certitudes. Le 23 janvier 1995, le vent lui offre un fragment de mâchoire d'Australopithèque, vieux de plusieurs millions d'années. Cette découverte bouleverse nos connaissances. Elle ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de nos origines. Décembre 1996, faculté des sciences de l'Université de Poitiers. C'est dans ce laboratoire de paléontologie que tout a commencé. Entre deux expéditions en Afrique, le professeur Michel Brunet enseigne l'art de lire les fossiles. Bon, je vais vous montrer un Australopithèque original. Hein. Vous n'avez peut-être pas vu si souvent que ça. Voilà le type de ce que j'ai appelé d'abord Abel, d'une manière informelle, et ensuite Australopithecus barrel-ghazali. En ce moment, on est en train d'essayer de repartir dans quelques jours là-bas avec l'espoir d'en trouver d'autres. Il y a un gamin l'autre jour qui me disait, parce que c'est un gamin de 5e, qui me disait, mais parce que c'est que ça. Ah oui, c'est que ça, quoi. C'est pas beaucoup, mais on espère qu'on en trouvera plus, quoi. Un simple fragment d'os pétrifié. Ces 7 dents fossiles figées dans leur mâchoire sont peut-être celles de notre ancêtre à tous. Cette découverte est le fruit d'un travail acharné. 12 années pendant lesquelles Michel Brunet a persévéré dans l'ignorance quasi totale de la communauté scientifique. Au mur de son bureau, les photos de ceux, rares, qui ont cru en lui. David Pilbeam, professeur de l'université de Harvard, le compagnon des premières recherches sur les terres ingrates d'Afrique de l'Ouest. Cameroun, Nigeria, Tchad. En 1989, un de ses amis, le professeur Abel Brianceau, disparaît, emporté par une crise de paludisme. Pour honorer sa mémoire, Michel baptisera son fossile Abel. Après ce drame, il pense tout abandonner. Pourtant, il repart, plus seul encore, jusqu'à ce jour de novembre 1995, où la très sérieuse revue scientifique Nature publie sa découverte.
La presse internationale s'empare de la nouvelle. La découverte d'Abel bouscule la théorie énoncée par le paléoanthropologue Yves Coppens. Il y a 8 millions d'années, l'Afrique était couverte de forêts dans lesquelles vivait l'ancêtre commun aux grands singes et aux hommes. C'est alors qu'une gigantesque faille, la vallée du Rift, fracture le continent africain. À l'ouest de cette faille, la forêt dense persiste. C'est là que vont naître nos cousins, les gorilles et les chimpanzés. À l'est, le climat devient plus aride. La savane remplace la forêt. C'est dans cet environnement que nos ancêtres se seraient redressés. La savane aurait fait l'homme. Mais alors, que vient faire Abel au cœur de la forêt, dans le territoire des grands singes? Pour comprendre ce qui s'est passé, Michel Brunet repart au Tchad. Il doit reconstituer l'environnement dans lequel vivait Abel. « 6 janvier 1997, N'Djamena, capitale du Tchad. Michel Brunet prépare la 5e mission paléanthropologique franco-tchadienne. Les conditions climatiques ne laissent que 2 mois à Michel et à son équipe pour réussir. Fin février, la canicule et les vents de sable deviendront intolérables. Une, il y a là et là-bas. Voilà, elle est là. Ce matin, le professeur David Pilbeam rejoint l'expédition. Michel est fier d'accueillir son ami avec des moyens bien supérieurs à ceux dont il disposait à leur début. Alors, how are you? Très bien. Nice to meet you, yeah. Again. C'est très agréable. Ça va? Oui. I'm spending 30 years. Au Centre national d'appui à la recherche, Michel et le géographe Alain Beauvillain reconnaissent l'unique piste sûre qui puisse les mener jusqu'au désert du Djourab, 600 km au nord. Une bonne société, j'ai vu le camion, on a un bon camion. Aucun véhicule ne devra s'écarter des traces. Avec le camion à midi, tout ça, c'est sujet aux aléas de la route. Après 3 jours de piste, le convoi arrive à Kubaulanga, dernier village avant le désert du Djourab, dernier point d'eau. Michel retrouve son vieux complice, le guide Mahamat Wedai. Tu es prêt, Mahamat? C'est la petite fille, ça, ou le petit garçon? Ensemble, ils vont une fois encore quitter la piste et franchir les ports du Djourab. Surgissant de l'océan minéral, ces roches sculptées par le vent sont, pour les hommes du désert, des dos de baleine. Michel Brunet sait qu'il est de retour sur le territoire d'Abel. C'est émouvant de se retrouver là parce que le 23 janvier
1995. On était en train de prospecter avec les voitures et Alain, pas loin les uns des autres, et Alain, à un moment, était ici et me faisait des grands signes pour que je vienne. Eh bien, on venait de trouver le premier hominidé ancien de l'ouest de la vallée du Rift. Et c'était tellement incroyable pour moi, Alain peut en témoigner, je n'ai jamais prononcé le mot australopithèque, parce que c'était un vieux rêve, quoi. C'était un peu irréel. C'était là, c'était KT12, mais c'était aussi une histoire humaine, pas uniquement une histoire scientifique. C'est-à-dire que c'était aussi Abel qui est décédé. Abel était à la fois un ami proche et un collègue. Ça ne le fait pas revivre, mais c'est un hommage à sa mémoire. Il aurait été si heureux s'il avait été là. Consciente de l'importance de l'enjeu scientifique de la mission Brunet, l'armée française au Tchad apporte son appui logistique pour l'installation du camp de base. « 6 000 litres d'eau potable, 2 500 repas, 5 000 litres de gasoil, 4 tentes réglementaires sont nécessaires à la survie de l'équipe. » Bon retour. Merci beaucoup. Merci, ouais, Merci. Ça va bien se passer. Merci. 21 repos, embarqué, Bob Soigné. Rendez-vous est pris pour dans 2 mois. Michel sait que désormais, il est seul responsable de tout. Cinq jours après avoir quitté N'Djamena, l'équipe peut enfin commencer. Bien, ben, ce matin, on va aller essayer de prospecter les affleurements qui sont juste là, à côté. Leur terrain de fouille est à la démesure du désert. Pour explorer systématiquement une telle immensité, les scientifiques la quadrillent en secteur appelé KB, comme Kosoum, Bodoumi, le site le plus proche mentionné sur les cartes. Le professeur David Pilbeam est étonné par l'aspect du terrain. This is an interesting area because it looks as though the fossils are just scattered Ce site est remarquable. throughout. There are no Les fossiles semblent éparpillés à la surface du sol. in East Africa. Ils ne sont pas concentrés en un point comme dans les gisements d'Afrique de l'Est. Fossils of this age, they're often concentrated in a particular area. Here it doesn't seem as Aussi, though les that chances de happens découvrir des as fossiles much. sont-elles extrêmement faibles. So the chance of finding fossils, particularly in a context like this, is really extremely rare. Dégagé par l'érosion du vent, le sol que les chercheurs arpentent est le même que celui foulé par Abel il y a des millions d'années. Après des heures de recherche sur le secteur KB1, les premiers fossiles apparaissent. Mireille Gaillet dégage les vertèbres de poissons. Elle reconnaît une perche du Nil. Michel et David nettoient la colonne vertébrale d'un énorme poisson-chat.
y a des millions d'années, ce poisson-chat est mort, piégé par l'assèchement d'un marigot. Par chance, il échappe aux prédateurs, sa chair est digérée par les micro-organismes, son squelette est rapidement protégé par un linceul de boue. La fossilisation peut alors commencer. Les conditions chimiques favorables transforment son squelette en pierre. Enseveli sous les sédiments accumulés au cours du temps, le poisson peut ne jamais réapparaître. Ou il peut être libéré par l'érosion pour une improbable rencontre. Bon, ici, tu vois, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a une dizaine de vertèbres, là, de poissons. Did you find anything? Ce n'est que du poisson. It's a very good harvest. I think it's time to move to another site. Pourtant, Michel est déçu. Pour reconstituer l'environnement d'Abel, ce sont des fossiles d'animaux terrestres qu'il faudrait trouver. Ici, il n'y a que des poissons. Ce secteur n'est pas le bon. Alors, j'ai raconté ça aux collègues russes. Pour trouver le site propice, le géographe Alain Beauvillain étudie la photo aérienne. On est sur la zone où on est actuellement. On retrouve des lignes géométriques. Une ligne plus claire signe peut-être le contour d'un ancien rivage de lac. Les fossile sont toujours en contrebas de cette zone qu'on n'a pas localisée sur le terrain. Avec le travail, peut-être ces jours-ci, de le localiser. Les fossiles sont sur la carte. Maintenant, il va falloir se repérer. Comment trouver au ras du sol, sous les dunes, une trace à peine visible depuis le ciel? C'est le rôle du sédimentologue Philippe Duringer. Après des heures de prospection, Philippe aperçoit sur KB3 un affleurement suspect. La roche y est nettement plus dure, ce sont des grès. Philippe en est sûr, il vient de dégager une ancienne berge de lac ou de rivière. Michel Brunet est immédiatement prévenu. C'est une différence, le type de roche. Alors, quand on tape ici rapidement, vous voyez, c'est quelque chose qui est relativement tendre, relativement pulvérulent. C'est une marne, hein, c'est quelque chose de très très fin. Et puis soudain, au-delà de cette limite ici, c'est extrêmement dur. Ben, c'est un grès, c'est un sable solidifié. Et en fait, ici, on a sans doute une espèce de lit de rivière fossile. Ça veut dire que potentiellement, je pourrais être ici sur la paléoberge d'une rivière sur laquelle vous êtes maintenant. Alors, les premiers hominidés, où vivaient-ils? Probablement assez près du fleuve. La déception des premiers jours fait place à l'espoir. Il y a des millions d'années, à la place de ces étendues arides, des rivières alimentaient un lac immense aux berges verdoyantes. Abel et ses compagnons venaient sûrement s'y désaltérer. À partir de maintenant, toutes les énergies se concentrent autour de l'ancien rivage. Les premiers fossiles de vertébrés terrestres s'offrent comme s'ils attendaient cela depuis la nuit des temps. Ce sont le plus souvent des dents très résistantes, elles se fossilisent bien. Mâchoire d'un équidé, un hipparion, cousin du zèbre. Molaire d'un hippopotame. Mandibule de bovidé, gazelle ou antilope. Molaire massive d'un suidé, cousin du phacochère. Mâchoire de Civaterium, une sorte de girafe primitive, aujourd'hui disparue. Ouais, joli, très bien, David, très bien. Chaque soir, après la récolte, il faut faire l'inventaire. Tous ont le sentiment d'avoir entre les mains une partie du monde d'Abel. M9, c'est la même bête, hein.
Antilope. Faut le mettre ensemble. Vous voyez quand même qu'on a ramassé quelques pièces, non? C'est vrai, des belles. Et regardez comment c'est joli ça. C'est ce crocodile? Voilà par exemple quelque chose qui allait comme ça. Voilà. Tibia, hippopotame. C'est assez court pour un giraffidé, mais c'est peut-être le Civaterium. Giraffidé Civaterium, point d'interrogation. Il reste 4 semaines. Michel est inquiet. À tout moment, le mauvais temps peut interrompre les recherches. Ce matin, débute l'opération nettoyage du désert. On avait une grande surface plate, on avait des autres numéros pour mais un peu à droite. Ouais, t'es droit là, je sais pas, je me rends pas compte comme ça. Oh, pas si loin, pas si loin, pas si loin. Là, comme ça. Les plus petits fossiles sont aussi précieux que les grosses pièces. Pour les trouver, il faut passer au crible la fine couche de sable qui couvre les 4 hectares du secteur. Des tonnes de sable sont passées au travers des tamis. Après plusieurs heures, Remert Dams isole enfin une vertèbre de lézard. Pour une poignée de fossiles, docteur et professeur se convertissent en balayeurs du désert. « 35e jour, la fatigue et la routine enrayent les énergies. » Bon, pas peut-être région, mais je crois qu'on irait au KB3, balayer, tamiser. Pour l'instant, le seul site où il y a des fossiles en place, et de nombreux fossiles en place, c'est KB3. Il y a quand même le K9, KB9, qui est pas vilain. Il y a eu quand même quelques éléments. Ça fera peut-être refaire un tour là-bas. Mais des autres, non. On ne trouve plus grand-chose. Je pense que nous pourrions élargir, prendre une voiture, peut-être demain, pour aller voir plus loin. Moi, je crois que sur ces sites qui sont si grands, là, il y a des tas d'endroits que tu n'as pas regardés, des tas d'endroits que tu n'as pas regardés. En fonction de l'incidence de la lumière, on ne voit pas. Il faut tout repasser tranquillement. Systématiquement tout repasser. Quand on l'a passé une fois, il faut le repasser une deuxième fois. Ce matin, quelque chose a changé. Quelque chose qui ne trompe pas les caravanes regagnant le sud, ni Licus, l'étudiant tchadien. Le vent qui fraîchit annonce la tempête.
Il faut continuer et sauver ce qui peut l'être, car le vent de sable ronge inexorablement les précieux fossiles. Toute identification devient alors impossible. Mahamat tente de rassurer l'équipe. Cette tempête est une toute petite tempête. Dis que cette année-là, c'est moins encore. La fin de la mission est proche. Chaque jour qui passe réduit les chances de trouver de nouveaux restes d'Australopithèques. Après 3 jours et 3 nuits, le vent faiblit. Allez Jean, il y a du pain frais qui t'attend. Hein? Bien terrible. Comment? Michel sort le premier constater les dégâts. Tout est bouleversé. Les fossiles qui n'ont pu être sauvés ne peuvent plus être identifiés. En 3 jours, cette dune a avancé de 20 mètres. Elle menace d'ensevelir un fossile mis à l'abri sous une carapace de plâtre avant la tempête. Patrick Vigneault l'arrache au désert sans prendre le temps de l'identifier. Mais l'ennemi d'hier peut devenir un allié. Le vent a dévoilé des terrains jusqu'alors interdits. Ce long tibia semble intact. C'est pourtant celui d'un marabout mort il y a des millions d'années. Une énorme mâchoire presque inaltérée émerge de son écrin de sable. C'est celle d'un hippopotame. Certains ossements semblent liés par des fils invisibles. Ce sont les pattes arrière d'une gazelle. Le crâne avec les chevilles, il y a un tibia là, on voit les 2 astragales. Ces somptueux cadeaux sont les derniers. La mission s'achève sur un ultime inventaire. Les lames sont très basses. Les tubercules sont très séparés encore. Les premières conclusions font surgir du passé une cohorte d'espèces disparues. Pour le comparer avec non, sur des dessins crayons. Ça, c'est son ancêtre. C'est pas le capipal qui est chose. Non, mais Certains, oui, je pense. Très long et très court. Des dents très pointues. parce que maintenant, il n'y en a pas en Afrique. Ces os massifs sont ceux d'un grand civaterium, cousin des girafes. Ces dents carnassières sont celles d'une hyène chasseresse, bien plus grosse et redoutable que celle que l'on connaît à présent.
d'autres espèces s'avèrent étrangement sœurs de celles que nous observons aujourd'hui. Si lointaines et si proches, elles déroulent sous nos yeux le fil de l'évolution. Abel n'a pas trouvé de frère, mais les 1500 fossiles de cette exceptionnelle moisson confirment la richesse du désert tchadien, et les recherches ne font que commencer. Cette masse d'informations brutes recèle une partie des réponses au mystère d'Abel. Les mâles au trésor sont enfin en sécurité au laboratoire à Poitiers. Un énorme travail attend l'équipe de Michel Brunet. Il faut nettoyer, restaurer et identifier chaque relique. Après des heures d'efforts, une mandibule d'hippopotame émerge de sa gangue de pierre. Certains fossiles sont si fragiles que leur libération peut durer des mois. C'est dur ici. Sous l'aiguille des préparateurs apparaissent les doigts de la patte arrière d'un oryctérope, petit mammifère nocturne, amateur de termites, rarissime aujourd'hui. Le squelette complet de la bête est intact, figé dans son ultime attitude. Quel âge ont ces fossiles? Pour répondre à cette question capitale, le paléontologue les compare à des fossiles semblables, découverts sur d'autres terrains déjà datés par radiochronologie. Les fossiles trouvés au Tchad ont 3,5 millions d'années. Abel est donc l'un des plus vieux australopithèques connus à ce jour. Le puzzle prend forme. Les animaux se rassemblent en famille. Comment reconstituer l'environnement d'Abel à partir de ces témoignages? Les paléontologues savent que chaque espèce évolue et se nourrit dans un milieu qui lui est propre. Ils peuvent même déduire le régime alimentaire de chaque animal en analysant la forme de ses dents. Et voilà des dents supérieures de rhinocéros. Il s'agit d'un ancêtre du rhinocéros blanc. Ces dents sont vraiment très très hautes. Elles ont une couronne particulièrement haute qui montre que ces animaux mangeaient de l'herbe et vivaient dans une prairie, c'est-à-dire dans un milieu très ouvert. Alors, les suidés... donc voici les dents, hein, par exemple. Ouais, par exemple. Oui, voilà les sangliers, les suidés de cette faune, avec deux formes. Cette petite forme-là vivait en forêt-galerie, au bord de l'eau, alors que cette grande forme, qui ressemble plus à un phacochère actuel, eh bien, vivait, elle, en savane arborée. Grâce à son expérience, Michel Brunet recompose les paysages dans lesquels Abel évoluait à l'aube de l'humanité.
C'est dans le coffre-fort d'une banque que Michel a mis au secret la précieuse mâchoire d'Abel. Le moment est venu de la sortir de sa retraite. Merci. Michel sait maintenant que l'environnement d'Abel est semblable à celui des autres australopithèques trouvés en Afrique de l'Est, le long de la vallée du Rift. Que s'est-il donc passé à l'ouest? Abel est-il différent de Lucie, sa cousine de l'Est? Qui est Abel? Pour un scientifique expérimenté, chaque détail trahit l'identité de son propriétaire. La largeur de la mâchoire, l'épaisseur de l'os, la morphologie et la taille des dents. Le régime alimentaire d'Abel était varié, mais il avait une préférence pour les fruits, même les plus coriaces. Chez les grands singes actuels, les crocs du mâle sont beaucoup plus forts que ceux de la femelle. En comparant ces crocs avec les canines d'Abel, Michel conclut que son australopithèque est un mâle. Mais la forme de ces canines le différencie des singes et le rapproche de l'homme. Pour poursuivre son enquête, Michel se rend chez son ami Pierre Fronty, chirurgien dentiste, dont les outils et les techniques l'aideront à préciser l'âge qu'avait Abel à sa mort. Bonjour, docteur. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Ça va très bien. Superbe. N'est-ce pas? D'abord, on a des dents définitives. Ça, on en est sûr. Ça, c'est clair. C'est clair. Ouais, Ensuite, elles sont en bouche déjà depuis un moment. Elles ont travaillé pendant quelques années. On a des facettes d'usure, notamment sur les prémolaires et puis également sur l'arête de la canine, là, par exemple ici. Je pense qu'il serait bon qu'on fasse quelques clichés radio. Pour connaître l'âge du décès, il faut faire une radiographie et voir la pulpe à l'intérieur de la dent. T'es pas sûr? C'est sûr. Donc voilà le résultat de la radio de la canine inférieure droite. Tiens, tu vas te mettre bien en face. Cette canine est très haute, la couronne de la dent, et en dessous, la racine dans l'os. Et ce qui est remarquable, c'est le volume de cette pulpe, qui, quand on sait que tout au long de la vie, elle va avoir tendance à diminuer de volume, à se minéraliser, on peut penser donc que c'est un adulte jeune. En âge humain actuel, on pourrait dire qu'Abel est mort vers 30-35 ans. Avec l'usure, les facettes. Michel a remarqué des stries anormales sur l'émail de la canine gauche. Abel aurait-il été malade? Michel Brunet prend rendez-vous à l'hôpital de Poitiers avec le docteur Michel Sapanet, stomatologue et expert en identification judiciaire. Il attend de lui un diagnostic plus précis. Ça va, Pierre? Salut, Michel. Jamais de problème avec mon patient. M'attends toujours. Tranquille. La chance, toi, il râle pas. Bien, regarde la canine là. Ah oui. Pathologie? Non pathologie? Oh, ça ressemble à des dysplasies. Oui, c'est des dysplasies. Symétriques. Sur la face vestibulaire aussi bas, c'est assez rare. Sapanet confirme qu'il s'agit d'une dysplasie, un arrêt de la croissance des dents dû à une carence alimentaire. Abel a sans doute eu faim dans les premières années de sa vie. C'est toutes les atteintes générales par des carences. Un de mes malades avec une dysplasie des pointes des deux canines, supérieures et inférieures. Un autre patient avec dysplasie en bande, au collet de la dent du bas, la canine du bas. Le même but de profil qui a beaucoup d'intérêt dans la mesure où on retrouve absolument la même chose chez Abel sur sa canine inférieure. Donc 3 500 000 ans les séparent. C'est fantastique. 150 000 générations nous séparent d'Abel, et pourtant nous souffrons, nous aussi, des mêmes carences que lui. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, pour moi, ça... Les médecins d'Abel analysent les moindres détails. Seule l'anatomie interne de la mâchoire pétrifiée leur échappe. Ils proposent une auscultation au scanner. Le patient résiste. Le docteur Philippe Chartier doit pousser au maximum la puissance de l'appareil.
L'image du scanner révèle ce que personne ne pouvait soupçonner jusque-là. Chacune des prémolaires d'Abel possède 3 racines. Alors là, on voit bien 3 racines. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. 3 racines, ben oui, ça lui donne un petit coup d'yeux, hein, probablement un caractère ancestral. Abel a hérité ce caractère primitif de l'ancêtre commun aux grands singes et aux hommes. Bon, tu vois, ça c'est En revanche, la forme de la mâchoire étonne Michel. Sa partie avant est verticale, déjà très humaine, bien différente de celle des autres australopithèques. Et si tu regardes la face postérieure ici, c'est vertical. Mais regarde par exemple la mandibule de Lucie. C'est très très convexe devant, très convexe. Et quant à ce caractère-là, c'est clair. Abel est plus évolué que Australopithecus afarensis. Bien qu'Abel soit contemporain de Lucie, la forme très moderne de sa mâchoire le rapproche irrésistiblement de nous. Alors, si c'était lui, Abel, notre ancêtre, le chaînon manquant. Les médecins légistes proposent d'établir un portrait robot. Première étape. Le prothésiste, Dominique Dupuis, complète la mâchoire. En recopiant l'incisive en place, il fabrique les incisives manquantes et prolonge les parties postérieures de la mandibule. À partir de là, il peut recréer la mâchoire supérieure. Première surprise, l'absence de museau. La face d'Abel est beaucoup plus plate que celle des singes. Sabine Riffaut, la dessinatrice du laboratoire, imagine la boîte crânienne en s'aidant de crânes d'autres hominidés anciens. Le cas d'Abel est particulier. Il faut avancer pas à pas. La structure osseuse de l'ensemble de la tête apparaît. Profil et face. Il ne reste qu'à l'habiller de chair et de muscles. Un exercice auquel sont rodés les anatomistes qui ont disséqué et mis en statistique des centaines de visages. Chez l'homme moderne, les proportions tête-corps sont connues. On peut avoir une idée de la taille et du poids d'Abel. Pas beaucoup plus d'1 mètre pour une trentaine de kilos. L'inclinaison des dents renseigne sur le dessin des lèvres. Elles étaient minces, légèrement retroussées et toujours entr'ouvertes. Par la magie des superpositions, le portrait d'Abel apparaît enfin. Dernière étape, la plus risquée. Le sculpteur Jean-Paul Réty n'a que l'hypothèse des scientifiques et les rêves de Michel pour modeler le visage d'Abel. Sous ses doigts, la terre qui a pétrifié Abel pour l'éternité prend vie. Abel peut-il être notre ancêtre? Pour oser une réponse, Michel Brunet doit comparer Abel aux 8 autres espèces d'australopithèques connues à ce jour. Leurs fossiles sont tous rassemblés en Afrique du Sud,
à l'université de Witwatersrand, le temple originel de la paléoanthropologie. Michel a rendez-vous avec le professeur Philippe Tobias, spécialiste des hominidés, dont l'autorité est mondialement respectée. Alors, Philippe. Nice to meet you. Bienvenue, bienvenue. How are you? Very Fine, well. and you? Very good to see you again. Yeah. And welcome back to my department. Thanks. Philippe Tobias retire de la fabuleuse collection sa plus précieuse relique, le tout premier australopithèque découvert en Afrique il y a 70 ans, le très célèbre enfant de Tang. Let's take the little child out of its cradle. It's a wonderful specimen. We span. Philippe Tobias souligne qu'un nombre incroyable de fossiles ont été mis au jour au cours des 70 années qui séparent les découvertes révolutionnaires de l'enfant de Tang et d'Abel. L'un de ces australopithèques est devenu un homme. Lequel? L'expertise commence. Of the Chadin specimen. Ah, very interesting canine. And premolars. A beautiful specimen, Michel. Almost unique, perhaps unique. The discovery of Abel is an extremely exciting one. Abel est un spécimen fascinant, quasiment unique. So fascinating. It combines a Sa mâchoire montre simultanément des caractères très primitifs qui rappellent ceux des singes et d'autres, beaucoup plus évolués qui le rapprochent de l'homme. C'est un parfait exemple de chaînon manquant. Il explique toute la marche de l'évolution vers l'homme. A piece of evolution in action. Le rêve de Michel est devenu réalité. Abel est entré dans l'histoire. David Pilbeam a fait le voyage jusqu'à Paris pour partager la victoire de Michel. Ils vont retrouver au Collège de France leur ami, le professeur Yves Coppens, co-découvreur de la célèbre Lucie et père de la théorie de la vallée du Rift, aujourd'hui bousculée par l'arrivée d'Abel. Ces trois scientifiques ont fait progresser l'histoire des sciences de l'homme. Ils ont vécu la même aventure de manière bien différente. Elle les a un temps séparés pour mieux les rapprocher autour des vertigineuses questions que pose Abel. Après avoir trouvé Abel, tu te rappelles ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, c'est pas vrai. Tu mens. Parce que j'avais émis cette hypothèse de l'Afrique séparée en deux, l'Afrique équatoriale, séparée en deux avec le grand rift, la grande cassure, et puis l'Est pour nous, les hommes, et puis l'Ouest pour eux, les singes. Et à ce moment-là, Michel Brunet a eu l'idée, en association, en collaboration avec David Pilbeam et avec tout mon soutien, d'aller voir à l'Ouest si j'avais raison ou si j'avais tort. Et il se trouve qu'en partie, j'avais tort. C'est toujours avec des hypothèses de travail comme celle-là qu'on fait avancer les choses. C'est souvent ça, hein. Demain, ces trois hommes vont repartir. Le terrain de fouille qui les attend est immense, à la mesure de leur quête. Une quête sans fin, car c'est elle qui fait de nous des hommes.